Et pour rentrer vraiment dans le cœur de notre sujet, le sujet des utopies aujourd'hui, nous allons accueillir une personne qui réfléchit énormément, c'est Déborah Marino de Publicis Lux, pour parler des utopies stratégiques. Là, ça va faire vraiment une belle intro, on va être dedans. Déborah Marino, je lui laisse la scène. Alors bonjour à tous. On va démarrer avec Usus, Fructus et Abusus. Alors je sais qu'à 9h20 du matin, pour certains, pour ceux qui n'ont pas pu prendre de café parce que le métro ne marchait pas très bien, c'est un peu excessif, mais je vous promets qu'on va essayer de traverser et de comprendre ce que ça veut dire, cet usus, l'usage, ce fructus, cette jouissance, et l'abusus, l'abus, qui sont toutes les façons d'envisager ou de s'approprier le luxe, et qui évidemment sont des modalités dans lesquelles on va réfléchir cette notion d'utopie. Alors tout commence par une question qui m'a été posée par... je travaille dans une agence de communication, et donc un de mes clients, très beau client, me pose une question un lundi matin un peu inquiet en me disant l'année prochaine il y a encore du luxe, est-ce que ça continue, ou est-ce que tout va s'arrêter, est-ce que ça va vraiment être la panique, est-ce qu'il va falloir vendre la voiture, les enfants et partir se faire une nouvelle vie? Alors évidemment, quand on nous pose une question de ce type-là, on essaye de se tourner un tout petit peu vers des éléments concrets de réponse. On fait quoi? On appelle le Financial Times et on lui demande, par exemple, quelle est la liste des meilleurs ouvrages d'économie de l'année 2022. Voilà ce qu'il me propose. Formidable. Nous avons Global Discord, Mega Threats, The Illusion of Control, mon préféré, Comment l'austérité conduit au fascisme. Donc tout ça, c'est un espèce d'élément d'enthousiasme, de positif. Hein, je vous rappelle qu'on est toujours lundi matin. Et pour le coup, quand on essaye de valider ces éléments-là autour d'éléments macroéconomiques un peu solides, effectivement, ce que nous raconte par exemple McKinsey, ils sont bien payés pour ça, c'est que effectivement les éléments macro sont pas formidables. L'inflation monte, les perspectives de croissance sont plutôt pessimistes, pas de décroissance, mais des croissances extrêmement modérées, et effectivement la perspective d'un changement d'époque. Et donc le fait que l'on soit dans ces zones qui sont effectivement comme quand les plaques tectoniques bougent, les zones où il y a de l'agitation. Alors, bien sûr, tout ça, ce sont des éléments qui sont des éléments globaux, qui sont des éléments qui nous touchent tous au niveau d'une économie générale. Et pourtant, quand on essaye de s'intéresser aux chiffres qui touchent au luxe en particulier, là, il se passe un truc assez étonnant, c'est qu'à l'inverse, tout va bien. Je me permettrai aujourd'hui d'être le journal des bonnes nouvelles, mais quand on dit tout va bien, c'est que les perspectives sont assez étonnantes. C'est-à-dire que regardez Bain & Company, vous pourrez regarder tout à l'heure en rentrant, les études sont sorties en 2022. Ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'à raison de 3 à 8% de croissance par an, d'ici 2030, on aura gagné 60% de valeur dans le business du luxe. On nous dit aussi que le nombre de consommateurs du luxe va augmenter. Donc on va passer de 400 à 500 millions d'acheteurs de hard luxury. Aujourd'hui, on ne parle même pas des occasionnels, mais vraiment des gens qui sont des gens assez loyaux de la catégorie et de cette industrie. Et que, chose étonnante, parce que pour moi c'était relativement contre-intuitif, c'est qu'en fait l'essentiel de la croissance, dès aujourd'hui, est faite par la jeunesse. Donc elle est faite par aujourd'hui des late millennials et des Gen Z. Pardon, j'utilise des termes sur lesquels on peut évidemment discuter à l'infini, mais par simplicité, par facilité générationnelle, faisons ça. Et d'ici 2030, ce sera évidemment 30% de toute la consommation qui sera portée par ces nouvelles générations. Alors ils peuvent, hein, puisque effectivement quand vous regardez un peu les chiffres, d'ici 2030, nos petits alphas, par exemple, vont hériter de 30 000 milliards de dollars de leurs grands-parents et parents. Donc il y a un peu d'argent au fond des poches. Je ne vous dis même pas, en 2060, c'est 75 000 milliards. Donc il y a un peu de solvabilité derrière tout ça. Alors vous allez me dire, tout va bien, on n'a pas besoin de se parler d'utopie, on est déjà en pleine euphorie.
il n'est pas nécessaire d'aller plus avant, on vit déjà notre meilleur moment. Eh bien, si. Alors, pour une raison qui est assez spécifique à la constitution de justement ces réalités économiques, c'est qu'en fait, on est en train de se parler d'une situation absolument inégalitaire. C'est-à-dire que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est une croissance économique en berne, des inégalités de salaire, de richesse, de possession qui sont extrêmement fortes, importantes, sensibles, les gens les perçoivent, et avec des perspectives de changement qui sont très limitées. Ça, c'est un point. Regardez donc cette courbe qui est intéressante, puisqu'il s'agit de la courbe de la productivité. Vous avez la courbe du bas qui représente la rétribution. Alors ici, c'est un worker, donc un ouvrier qualifié. Donc voilà ce qu'il a gagné au cours du temps en dollars constants entre 1950 et 2010. Et voilà la progression sur la courbe haute de sa productivité. Entre les deux, c'est quoi? C'est du profit. Est-ce que ce profit lui revient? Pas du tout. Et ça, c'est délicat, parce que quand on est dans une situation d'inégalité, la réalité, c'est que si on arrive à un moment de tension extrêmement fort, ça peut exploser. Et quand ça explose, vous avez ici les exemples de 2020, mais ça peut recommencer, quand ça explose, le luxe ne devient plus un objet de désir, mais un objet de conflit. Ce qui veut dire que, je vais vous le dire assez brutalement, on peut vous taper dans la rue parce que vous portez un objet de luxe. Aujourd'hui, quand vous allez chez par exemple, un bijoutier, on va vous demander si vous voulez un sac brandé ou un sac anonymisé. Ça, c'est quelque chose qui est totalement possible dès aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a des antidotes à cette situation qui n'est pas celle de l'usus, de l'usage, ou du fructus, de la jouissance, mais véritablement de l'abusus, dont on parlait tout à l'heure, principe du droit canonique. Donc, une situation d'inégalité, de friction qui peut poser problème. Alors oui, on a des petites choses à proposer qui peuvent être intéressantes si l'on s'appuie sur des économistes hétérodoxes. Alors, je vous présente Elinor Ostrom. Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie. Alors déjà, c'est une femme. En plus, elle n'est pas orthodoxe, donc ça n'est pas une grosse néolibérale. Hein, on va être tout à fait à l'aise là-dessus. Mais en revanche, elle nous raconte une théorie que vous avez déjà entendue, mais peut-être pas vue en détail, qui est celle des communs. Et elle nous raconte un modèle de possession qui est extrêmement intéressant. Elle nous dit comment est-ce qu'on peut gérer nos richesses, luxe compris. Elle nous dit on peut tout privatiser. Alors tout privatiser, ça c'est très néolibéral par exemple. Ça veut dire tout est à vendre. Et pour ceux qui aiment la science-fiction, si vous avez lu Alain Damasio et Les Furtifs, vous vous rappelez qu'il y a un épisode comme ça d'une société post-libérale dans laquelle Paris a fait faillite et du coup Paris est racheté par LVMH et donc ça s'appelle Paris LVMH. Par extension, Orange a racheté Orange. Donc c'est plutôt pratique du point de vue nominatif. Donc ça a ses limites. Elle dit on peut aussi rendre tout public. Alors rendre tout public, on a déjà vécu ça, ça a aussi ses limites. Et par exemple, si aujourd'hui on imaginait ça, c'est le métaverse chinois. La Chine a décidé d'avoir un métaverse d'État. Alors c'est plus la hype du métaverse, mais métaverse d'État, c'est délicat, parce que ça veut dire qu'on va centraliser la décentralisation. On n'est pas sûr que ça marche non plus. Le tribal. Alors le tribal, c'est un vrai sujet, parce que le luxe adore le tribal. Parce qu'on est en train de se parler d'exclusivité, on est en train de se parler de communauté, on est en train de se parler de liens avec des gens qui se ressemblent. C'est quelque chose d'extrêmement tentant dans le luxe. Mais Elinor, elle nous dit attention, puisque le tribal, c'est quelque chose qui se gère non pas seulement par l'exclusivité, mais aussi par l'exclusion. Et l'exclusion, ça crée des amis et des ennemis. Et dans une société, avoir des amis et des ennemis, je ne vous remets pas les slides précédents, mais ça peut conduire à du conflit. Et qu'est-ce qu'elle propose? Elle dit les communs. En fait, on a des trésors, et il y a certains trésors, luxe compris, qu'il faut savoir gérer en commun. Il y a des choses qui sont du luxe, qu'il faut savoir gérer en commun, avec des règles et des rituels. Alors moi, de façon assez arbitraire, je vous en ai choisi 4, qui seront ma conclusion. 4 sujets sur lesquels on peut imaginer travailler en commun pour essayer de les gérer collectivement.
La première, c'est le savoir. Vous voyez mes petites courbes que j'ai empruntées au professeur Gartner, qui est très, très bon en catastrophe. Donc, on aime bien relever certains des éléments qu'il nous propose. Ici, vous voyez le coût moyen croissant des études aux États-Unis versus le salaire que va pouvoir attendre un étudiant entre 22 et 27 ans. Globalement, le savoir devient un luxe. Apprendre devient un luxe, ce qui est vraiment un point délicat. Et le luxe, à l'inverse, de son côté, devrait prendre la responsabilité de réhabiliter les savoirs et de les repartager. Mon exemple préféré, sans doute Louis V, avec les Corazza. Vous voyez ici, c'est des bonhommes qui, normalement, font cauchemarder les petits-enfants. Ce sont en fait des imperméables en paille qui ressemblent en fait à des meules, qui sont un savoir-faire très ancien dans une région d'Espagne qui s'appelle la Galice. Et pour le coup, c'est très étonnant puisque en revivifiant ce savoir-faire, ils ont aussi retravaillé des contes et légendes, ils ont aussi retravaillé une sorte d'ancrage dans la société locale. Deuxième élément commun qu'on aimerait avoir, c'est le lien. Là aussi, intéressez-vous aux best-sellers. Ce qu'on vend le plus en ce moment, c'est des bouquins sur la solitude et sur l'épidémie de solitude. Et notre belle jeunesse, ex-confinée, se sent aujourd'hui toujours seule, même ensemble. Bon, et ben ça, évidemment, il y a des initiatives qui peuvent être prises. Moi, j'ai beaucoup aimé celle de Chanel, non pas pour ce que ça raconte, puisqu'on peut parler d'art partout, mais sans doute par cette volonté de créer des rencontres relativement inattendues et retisser des liens, refaire de la connexion, refaire des communautés ouvertes à tous, en tout cas à l'écoute. Troisième trésor qu'il faudrait pouvoir gérer en commun, la joie. Pourquoi la joie ? Parce que c'est ce qu'on attend du luxe, ça fait partie des premières attentes et c'est intéressant de s'apercevoir. Aujourd'hui, je suis payée par personne, hein, mais si TikTok performe aussi bien, c'est sans doute à cause de ce petit chiffre qu'on a tout en bas, ici à droite, et qui raconte que quand on sort de TikTok plus heureux qu'on y est entré, ce qui est très différent d'autres réseaux sociaux qui peuvent générer de l'anxiété, par exemple. Et enfin, j'en ai choisi arbitrairement 4, le sacré. Je fais un salut à tous ceux qui ont une application Costard dans leur téléphone ce matin et qui l'ont regardé dans le métro en se demandant s'ils arriveraient à l'heure. Mais globalement, c'est cette idée qu'on a là aussi une capacité collective à réfléchir cette dimension de sacré qui a conduit par exemple la CNI à travailler avec des techno-chamans. Le chaman, ça va vraiment être le héros de 2023. Et à travailler sur ces dimensions de remontée du tribal. Mais on a plein d'autres choses sur lesquelles on peut réfléchir, évidemment. L'amour, la mort, les jeux, le beau, le temps c'est beau comme histoire, la terre, etc. Mais globalement, ce que je voudrais annoncer ici, et j'espère que toutes les conférences que vous aurez ce matin vous emmèneront vers ce terrain-là, les espaces, les jeux, la façon de s'approprier le luxe doit être dans l'usus, l'usage, l'utilité, le fructus, la jouissance absolue, la joie, le lien, et on essaye d'éviter l'abusus. Voilà, c'est notre principe directeur. Merci beaucoup.